Je voudrais à mon tour, et puis au nom d'Anne-Sophie Chambost, remercier très vivement les trois organisateurs, le Triumvirat, organisateur de ce colloque, et la richesse des échanges intellectuels et scientifiques que nous partageons tous, mais dont j'ai plus profité que Anne-Sophie Chambost, qui était malheureusement retenue à Lyon hier. Alors, postérité post-révolutionnaire de Cujas, de quelle autorité Cujas est-il le nom ? La Révolution française sonne-t-elle la fin de l'autorité Cujas avait acquise sous l'Ancien Régime ? Voilà la question à partir de laquelle nous avons souhaité réfléchir. Je pense que tous ceux qui sont ici depuis hier connaissent d'emblée la réponse, tant nous en avons déjà entendu. Donc évidemment, la réponse est non. L'aura dont continue de bénéficier ce jurisconsulte est telle, nous l'avons vu hier, que sa figure prend place dans des lieux éminemment symboliques du pouvoir juridique, mais aussi politique, au XIXe siècle. Et puis nous avons vu aussi qu'elle prenait encore massivement place dans des ouvrages dits littéraires, entre guillemets, voire dans des ouvrages didactiques, comme ce fameux Tour de la France par deux enfants, que j'ai trouvé particulièrement savoureux sur Cujas. Alors qu'en est-il néanmoins dans le domaine du droit, dans des sources principalement centrées sur les phénomènes juridiques, et de quelle autorité, en effet, parle-t-on alors ? Dans l'histoire de la pensée juridique, indissociable des études de droit, où il recouvre toutefois des réalités très différentes, le concept d'autorité, en effet, est extrêmement complexe et pluriel, d'où ce S que nous avons souhaité insérer dans le titre. Cette autorité et ce concept doivent être interrogés à l'aune de perspectives historiographiques qui, seules, nous semble-t-il, peuvent éclairer sur cette fabrique du grand juriste qui était au programme de cette rencontre. La difficulté qu'il faut souligner d'emblée, et même si nous avons travaillé donc à quatre mains, à deux voix aujourd'hui, c'est l'ampleur du propos. Il faudrait une thèse, une seconde thèse peut-être, ou une première pour ceux qui le souhaiteraient. Tant dans les ouvrages juridiques depuis le XIXe, en réalité, la référence à Cujas est importante, quel que soit le support sur lequel on se penche, un revue, manuel, thèse, ouvrage spécifiquement dédié à Cujas ou pas, sachant que, et malheureusement, parce que nous faisions la réflexion tout à l'heure, nous n'avons travaillé évidemment que sur des imprimés, alors que, évidemment, pousser l'enquête sur les manuscrits, y compris à la période contemporaine, pourrait certainement offrir un autre éclairage ou un complément d'éclairage. Donc la matière est extrêmement riche. Nous avons donc 40 minutes d'exposé. Et donc nous vous prions par avance, pour le coup, de bien vouloir excuser la rapidité avec laquelle nous passerons peut-être sur certaines choses pourtant très importantes, mais sachant par ailleurs qu'un certain nombre d'éléments ont déjà été évoqués depuis hier. Alors, la manière dont nous avons travaillé reflète les spécificités qui sont les nôtres. J'ai travaillé de mon côté sur des ouvrages, des articles spécifiquement dédiés à Cujas pour essayer de voir quelle autorité, ou quelles autorités lui étaient dans ces sources accordées. Et Anne-Sophie a regardé la littérature juridique dont elle est plus familière et dont elle parlera tout à l'heure, revues, manuels, thèses, et autres types de publications juridiques. Le constat qu'il faut faire à ce stade de nos réflexions, c'est évidemment que l'autorité et une autorité plurielle du juriste demeure dans ces différents supports. Alors, dans les ouvrages spécifiquement dédiés à Cujas, il est évident que c'est une autorité de jurisconsulte qui apparaît en premier lieu, liée pour le coup à la dimension humaniste de ces travaux, même si cette autorité va s'avérer discutée, voire va s'avérer gênante aussi. Nous y reviendrons. Dans les publications qui ne sont pas spécialement dédiées à Cujas et qui accompagnent au quotidien les juristes de la période contemporaine, le recul de l'autorité de Cujas qui pointe dans les travaux dédiés se confirme à tel point que cette autorité semble désormais davantage culturelle, comme nous le verrons dans une deuxième partie avec la contribution d'Anne-Sophie Chambost. Alors tout d'abord, premier point, l'autorité du jurisconsulte, donc dans les travaux qui sont spécifiquement dédiés à Cujas, du début du XIXe siècle jusqu'à une date extrêmement symbolique qui est 1950, choisie
en raison d'un fameux article qui a déjà été évoqué au cours de ce colloque, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais souligner tout d'abord, c'est que d'emblée, dès le début du XIXe siècle, le poids symbolique dévolu à Cujas s'inscrit dans un contexte qui est extrêmement particulier, celui d'échanges savants qui se développent dans le sillage, bien sûr, de l'école historique, dont il a été plusieurs fois question, mais aussi dans des lieux très institutionnels qui sont les universités réouvertes, et puis les milieux académiques, qui sont extrêmement florissants, évidemment, au début du XIXe siècle. Ce lien avec l'université, avec les académies, se révèle dès les premiers travaux dédiés à Cujas, et qui plus est, qui ont lieu, comme Florent l'a rappelé hier, à Toulouse, au moment de la résurgence de l'université locale, avec ce fameux discours et puis ce projet de faire installer un buste qui n'aura finalement pas lieu, et donc tout le travail qui est organisé par Alexandre-Auguste Jam, qui est nommé directeur de l'école de droit de Toulouse en 1807. Un mot pour évoquer tout de même la personnalité de cette personne qui veut faire à nouveau émerger la personnalité de Cujas. C'était un fervent royaliste marqué par ses prises d'opposition, qui revit sous l'Empire et qui se signale par une grande activité dans différentes académies, ce qui n'est pas tout à fait incident pour l'importance qu'il donne à Cujas. Le même constat doit être fait en effet pour Berriat-Saint-Prix, dont on a maintes fois évoqué le travail de romaniste, mais aussi le travail de biographe de Cujas, avec ce fameux travail, cette vie de Cujas qui fait autorité jusqu'au milieu du XXe siècle. Berriat-Saint-Prix est marqué par un parcours qu'il veut inscrire dans un certain encyclopédisme et qui s'épanouit dans les différentes académies très nombreuses dans lesquelles Berriat-Saint-Prix s'épanouit. Et sa biographie de Cujas bénéficie des échanges savants internationaux qui sont les siens. C'est avec l'idée de la soumettre à l'Académie des sciences de Grenoble qu'est composé l'essentiel de sa vie de Cujas. Et c'est cette institution qui permet à l'auteur d'approfondir le premier travail qui est présenté là. Après une première communication, lui est communiquée par l'avocat Mazra la biographie de Joseph Elzéar Dominique Bertrandi, qui a déjà été citée, biographie de Cujas, et puis aussi une partie du travail de Hugo, qui lui est remis par l'entremise de son beau-frère Champollion-Figeac, correspondant de l'Institut, à qui Hugo l'avait lui-même adressé à la fin de février 1819. Déjà à cette date, les travaux de l'école historique allemande se diffusent en France et donnent lieu à un certain nombre d'échanges, dont la biographie de Cujas par Berriat-Saint-Prix est une nouvelle illustration, puisque dès après la publication de l'ouvrage, le texte a également déjà été évoqué. Berriat-Saint-Prix reçoit en quelque sorte les compliments de Savigny, dans un texte qui est quand même extrêmement marquant, puisque Savigny expose lui-même à quel point lui-même il avait donc ambitionné d'écrire la biographie de Cujas, projet auquel il renonce après avoir lu le travail de Berriat-Saint-Prix, mais invitant Berriat-Saint-Prix à aller plus loin dans ses recherches, il lui indique néanmoins quelques petits documents qui avaient pu lui échapper, ce à quoi Berriat-Saint-Prix réplique en indiquant à son tour de nouvelles petites mentions qu'il signale à Savigny. On voit là qu'il y a l'émulation et quelque part la légère concurrence que se livrent les deux savants sur la grande connaissance de la biographie de Cujas. Le rôle pris par la figure de Cujas dans le renouvellement des savoirs juridiques est alors loin d'être anecdotique. Une petite réflexion peut être conduite grâce à la contribution que livre Louis Cabantous quelques années plus tard dans la Revue de législation et de jurisprudence, où il est très clair qu'ici, ce qui est mis en avant via la biographie de Cujas, et ce qui était très clair aussi via la biographie de Berriat-Saint-Prix, c'est alors la méthode historique. L'étude directe des sources, le recours aux auxiliaires que constituent les connaissances philologiques et historiques, l'esprit de libre examen et la négation de l'autorité, je cite Cabantous, une liberté reflétant le besoin d'émanciper l'intelligence individuelle
et de rétablir la personnalité humaine longtemps étouffée par une compressive unité. Ces perspectives de renouvellement de la science juridique sont également celles qui animent l'Académie de législation, dont on a vu hier qu'elle était un acteur extrêmement important dans le renouvellement des connaissances sur Cujas à partir du milieu du XIXe siècle. Sans revenir sur l'affaire de Toulouse, il faut en effet souligner à quel point cette académie encadre pendant plusieurs décennies le renouvellement des connaissances que nous avons de la biographie de Cujas, à partir de la naissance de l'académie, à partir de la création de cette fête de Cujas qui est inaugurée à Toulouse au mi-temps du siècle. C'est l'Académie de législation de Toulouse qui encadre les travaux biographiques sur Cujas, dans un cadre qui est extrêmement, là aussi, international. Le projet de l'Académie de législation de Toulouse, en effet, c'est justement eh bien, de renouveler la science du droit dans le cadre d'une alliance de l'école et du barreau, avec des perspectives ouvertes, avec des perspectives qui doivent permettre le recours à la méthode historique et puis une interprétation extrêmement fine des textes juridiques, mais qui ne se privent pas de faire appel à des sciences que les juristes qualifient encore aujourd'hui parfois très volontiers, trop volontiers, de sciences auxiliaires ou accessoires. Pourquoi, dans ce cadre, Cujas est-il spécialement mis en avant ? Bon, je crois que nous l'avons suffisamment démontré depuis hier, du fait de la méthode extrêmement rigoureuse, du travail très fin d'interprétation qu'il a conduit sur les textes et qu'il oppose, évidemment, de manière peut-être trop tranchée, aux bartholistes, mais aussi à certains de ses contemporains. À Toulouse, il faut souligner à quel point la personnalité de Forcadell, le rival heureux, selon la formule polie qui lui est consacrée, fait l'objet des critiques extrêmement acerbes au XIXe siècle. Dario Mantovani l'a rappelé, je crois, lors de l'introduction du colloque. Il est qualifié de grotesque parmi les auteurs du XIXe et du XXe siècle. Pourtant, Forcadell, et là c'est Xavier qui l'a rappelé, je crois, est un juriste extrêmement prolifique et extrêmement savant, comme nous le savons extrêmement bien aujourd'hui. Il est loin de se réduire à la caricature du bartholiste, tel qu'on en véhicule encore trop souvent aujourd'hui l'image, et par ailleurs, il bénéficie de réseaux extrêmement solides. Il est le frère, faut-il le rappeler ici, d'un mathématicien extrêmement célèbre qui est nommé au Collège de France grâce à l'appui de Ramu. C'est donc loin, en réalité, d'être un personnage insignifiant et d'être ce grotesque que le XIXe siècle a bien voulu construire. Quel est le problème avec Forcadell ? Eh bien, certainement le fait que ces ouvrages extrêmement complexes mêlent de manière si inextricable aux propos que nous qualifierions de strictement juridiques, des propos philosophiques, littéraires, le fait que, comme on l'écrit au XIXe siècle, il ait pu sembler paraître faire preuve d'un défaut complet de logique, de méthode, de tact, de discussion et de sagacité. Je n'en jetterai pas davantage. Il est évident que Cujas présente l'image beaucoup plus rassurante, l'image du jurisconsulte dans sa robe très lourde, avec ses livres non moins lourds, posés à ses pieds ou sur ses genoux, étrangement, qu'il est beaucoup plus rassurant d'exhiber aux autorités locales qui se pressent à la fête de Cujas à partir de 1855. Le recueil de l'Académie de législation de Toulouse peut ainsi, au fil des ans, déployer toute une idéologie, un imaginaire autour de Cujas,
en mettant en avant cette figure d'autorité, mais aussi donc sa rigueur, sa méthodologie. Bon, je vous passe les citations. Pourtant, il faut constater qu'au fil des années, la référence à Cujas, et y compris aussi au sein de l'Académie de législation, s'efface. En 1866 et 1867, la nécessité de conserver au sein de l'Académie de législation la dynamique portée autour des travaux de Cujas doit être réaffirmée à de multiples reprises. Ces réaffirmations témoignent en soi de la difficulté qu'il y a alors à conserver cette dynamique. Bon. Pour résumer, il est évident qu'au fil des années, et notamment autour des années 1870, plusieurs éléments extrêmement importants et qu'il faudrait ici pouvoir approfondir, mais le temps presse, plusieurs éléments expliquent la difficulté qu'il y a désormais à se saisir de l'autorité de Cujas. Premier point, Cujas est un romaniste. L'autorité du droit romain, pour le dire très vite, est quand même relativement et massivement contestée par un certain nombre de juristes, et les thuriféraires de Cujas ont beau affirmer que lire Cujas et le comprendre, c'est encore rester sur le terrain juridique de notre âge, eh bien, manifestement, moins nombreux sont ceux qui sont désormais convaincus par de tels propos. Deuxième point, le nationalisme se durcit, et y compris au sein des académies, les échanges savants avec l'Allemagne sont désormais plus difficiles. Au sein de l'Académie de législation, il est un membre de l'Académie qui propose en 1870 d'exclure tous les correspondants allemands de l'Académie, ce qui provoque un tollé, mais qui a quand même lieu. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'autour de 1870, eh bien, l'image du grand juriste que se représentent non seulement les juristes, mais aussi l'ensemble des élites politiques change. Dumoulin représente manifestement désormais une figure d'autorité, bien que parfois contestée, elle aussi, mais plus présentable. Voici ce que l'on pouvait lire quelques années auparavant sur Dumoulin, en 1829 déjà. Étudier Dumoulin, le plus grand de tous les jurisconsultes français, non seulement pour sa profonde dialectique et son immense érudition, mais aussi par l'élévation et la force de son caractère. Ayant pris pour devise Veritas Vincit, luttant corps à corps avec une constance inébranlable en faveur de l'ordre civil et politique contre les entreprises des ultramontains, défendant le roi et le royaume contre l'invasion du Concile de Trente, résistant comme un impôt illégal aux tarifs et aux exactions de la cour de Rome, bien supérieur en cela au timide Cujas, qui, pour éluder de répondre sur ces matières épineuses, disait prudemment à ceux qui le consultaient à ce sujet « Nilocat edictum praetoris », cela ne tient pas à l'édit du prêteur. Cette formule, qui a déjà été maintes fois citée, se retrouve comme une litanie dans un certain nombre d'ouvrages. Alors, il y a bien certains auteurs pour essayer d'excuser Cujas de cette attitude, et en effet, l'image de Cujas allongée sur ses livres, vautrée aussi un peu sur ses livres, n'est plus du tout une image manifestement présentable. Alors, Sacaz explique « Au moins, il a su fuir toute extrémité. Il y aurait de l'injustice à croire pourtant qu'aucune conviction ne l'animait. » Le fougueux Dumoulin, néanmoins, même le féodal d'Argentré, présente autour des années 1870 des figures beaucoup plus convaincues, beaucoup plus militantes aux yeux des juristes. On n'a pas évoqué, juste d'un mot, mais le programme iconographique de l'Hôtel de Ville de Paris autour des années 1870 est extrêmement intéressant pour les représentations de juristes. Je ne sais pas où est Madame Lalouette. Mais donc on y trouve notamment Dumoulin, on n'y trouve pas, je crois, Cujas. Alors, à partir des années 1880, il faut dire aussi que l'école de l'exégèse et son travail sur l'interprétation, qui avait permis évidemment la remise à l'honneur des méthodes mises en branle par Cujas, s'affadit. Le débat se cristallise de ce fait autour du rapport de Cujas au bartholisme. La lettre de 1843 que vous avez évoquée hier est extrêmement intéressante aussi à ce sujet, alors même qu'elle révèle aussi les relents de nationalisme qui pointent derrière la mobilisation désormais de la figure de Cujas.
À la fin, je passe très très vite car je vois l'heure défiler, j'ai encore un certain nombre de choses à vous dire. Le débat se cristallise entre la France et l'Allemagne sur la manière de savoir quelle a été la vraie réception du droit romain. Et dans cette lettre, les choses sont expliquées de manière très tranchée, hein, comme souvent d'ailleurs lorsque Cujas est invoqué, par Jacques Flage qui persifle la réception qui a été faite en Allemagne du droit romain, réception, je cite, dégénérée du droit romain actuel, quand en France, eh bien, c'est le droit romain pur qui a été écrit, car je ne sais plus où est ma citation, très légère que je vous cite. En France, l'influence de Bartholde nous touche, mais elle ne nous pénètre pas. L'esprit français est trop logique pour accepter sans résistance une création aussi bâtarde que celle des bartholistes. Au début du XXe siècle, par ailleurs, un autre problème vient, et je m'en excuse par avance auprès notamment de Xavier, un autre problème vient rendre encore plus compliquée la mobilisation de la figure de Cujas sur la scène intellectuelle, c'est la question de l'humanisme. Depuis le XVIe siècle, en effet, il était entendu que l'humanisme désigner eh bien, cette culture, l'humaniste, c'était celui qui s'occupait des humanités, des studia humanitatis, des langues anciennes, de la culture antique, et c'est avec ce sens que le terme s'était trouvé mobilisé, cristallisé hein, dans la civilisation de la Renaissance, par exemple, de Burckhardt en 1860. Mais depuis le XVIIIe siècle, un autre sens concernant ce terme faisait petit à petit son chemin. On en trouve une trace dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On en trouve une trace, petit clin d'œil, à Anne-Sophie Chambost sous la plume de Pierre-Joseph Proudhon dans le système des contradictions économiques ou philosophie de la lumière, où l'humanisme apparaît sous un angle critique comme la doctrine qui prend pour fin la personne humaine. Le problème, c'est que cette double signification qui se développe à partir des années 1870 et puis qui s'accentue à partir du moment où, par exemple, le journal L'Humanité est publié, puisque là, c'est évidemment pas le sens traditionnel qui est mis en avant. Eh bien, le problème, c'est qu'en entraînant la notion d'humanisme vers un engagement philosophique, des conceptions relatives à l'homme, eh bien, le qualificatif d'humaniste accolé à Cujas n'est pas sans poser problème. Alors, quel rapport Cujas a-t-il entretenu avec l'humanisme ? Il appartenait peut-être un peu tardivement à Pierre Ménard, en 1950, de faire le point sur cette question. Dans cet article qui fait date dans l'historiographie relative à Cujas, c'est pourquoi je voulais, pour ma part, en terminer là, il faut revenir sur ce que Ménard écrit sur la question de l'humanisme. Eh bien, Cujas constate évidemment les essentiels mérites de Cujas, la mentalité nouvelle par lui portée, mise en œuvre dans le cadre d'une collection assidue des manuscrits, d'une émendation intégrale, d'une interprétation définitive, aboutissant à une résurrection, la reconstitution historique du droit romain authentique. Néanmoins, et je cite Ménard, le manque d'esprit de synthèse a empêché Cujas d'aboutir à une représentation plus méthodique et moins lacunaire du droit romain, ainsi qu'à une interprétation historique de son évolution. Je cite ce passage qui est un peu long, mais qui est vraiment important. Carence indiscutable de son humanisme juridique, celle qui se produit toujours quand l'historien est plus attaché aux préliminaires de son œuvre qu'à sa conclusion normale, à l'exégèse grammaticale qu'à la philosophie de l'histoire. La perfection de l'analyse et l'admirable découverte de l'interprétation en profondeur suffisent-ils à faire de Cujas le représentant le plus attitré de la méthode historique dans le champ des études historiques ? Le fondateur d'une école ? Le maître n'a pas compris l'urgence des situations politiques de son temps. Ce romaniste 100% a négligé, contrairement à plusieurs de ses élèves, les coutumes. D'autres juristes avaient préféré tenir tête à l'émeute. Certains y avaient réussi. La plupart se rendaient compte des possibilités encourues pendant la crise par les gens fourrés d'hermine et de science, dont le rôle fondamental est d'apprivoiser la justice. La défaillance de Cujas n'est donc pas seulement morale, elle a un côté technique. Quand le jurisconsulte s'intéresse à l'édit du prêteur, c'est pour apprendre la différence qu'il y a entre la jurisdictio et l'imperium. S'il l'a saisi, il doit retrouver les deux termes dans la situation contemporaine. Et si l'anarchie lui paraît telle que toutes les sources du droit soient polluées ou taries,
Il doit se souvenir des grands ancêtres, les jurisconsultes romains, dont les réponses furent, à l'époque classique, la source même du droit civil. Pour n'avoir pas compris cette urgence et ce devoir, Cujas s'est interdit les sommets réservés à des esprits plus intuitifs et surtout plus généreux. Les polémiques qu'il rencontra dès son vivant et surtout les synthèses magnifiques qui s'élevèrent à son époque suffisent à lui dénier la palme de l'humanisme juridique. Quoi qu'il ait pu en penser lui-même et quoi qu'aient pu en décider ses successeurs, le premier rang n'appartient pas dans la matière à celui qui se borne à l'histoire du droit ancien, mais au cerveau créateur, qui, dans les moments de crise, s'est inspiré et formulé le droit nouveau requis par son époque. Nous avons vu hier, dans ce que l'on pouvait appeler la littérature, à quel point l'image de Cujas pouvait être ambiguë, voire grotesque. Il faut constater qu'y compris dans le domaine juridique, ou alors pour le coup, au XIXe siècle, je suis passée sur les citations, mais il n'est pas docte, c'est l'immortel jurisconsulte, le plus grand jurisconsulte de tous les temps, et j'en passe. Eh bien, il faut constater à quel point, à l'heure de la spécialisation des savoirs, à l'heure de la montée des nationalismes et celle de l'invention des intellectuels engagés, l'image de Cujas devient dérangeante et finalement décevante. L'image du grand juriste n'est plus celle du seul juriste savant, elle est celle du juge, qui sait faire taire le tumulte des armes et éventuellement promouvoir des lois pacificatrices. Voyons quelle image était la sienne maintenant dans les ouvrages juridiques évoqués par Anne-Sophie. Bien, merci Géraldine. Donc effectivement, de l'autorité scientifique de l'œuvre, on va passer à l'autorité du nom de Cujas comme une référence patrimoniale diversement mobilisée au fil du temps. En partant de cette idée que le patrimoine est d'abord une notion juridique, puisque le patrimonium, c'est le bien que le pater familias, les biens, que le pater familias gère dans l'intérêt de la famille, avec cette idée que ces biens ont vocation à être transmis aux générations suivantes. Et quand la notion qui s'inscrit donc dans la durée est reprise par la sociologie culturelle, qui dote donc la notion de patrimoine de cette dimension culturelle, eh bien on conserve l'idée d'un ancrage historique qui légitime. Le patrimoine désigne de ce point de vue-là les biens matériels et intellectuels autour desquels une communauté va faire corps et qu'elle se transmet dans l'histoire. Et donc il y a cette idée que la communauté des juristes post-révolutionnaires voit dans Cujas une sorte de totem. Alors, on pourrait parler de la bibliothèque Cujas, qui est une sorte de totem qui nous regroupe tous aussi, avec ces expositions virtuelles, dont celle consacrée à Cujas. Alors, je vais montrer justement comment s'opère la transformation de l'autorité de Cujas en référence, en traquant les références patrimoniales au fil des évolutions de la pensée juridique, saisies à travers ses principaux supports de diffusion. Les éditions des œuvres constituent un marqueur essentiel, évidemment, de l'influence d'un auteur. Et dans la mesure où l'édition des œuvres de Cujas se poursuit au XIXe siècle, Xavier-Prévost, dans sa thèse, en déduit que le XIXe aurait encore été le siècle de Cujas, ce qui serait moins le cas au XXe siècle, où la source éditoriale va se tarir. Alors, en marge d'autres explications, un lien doit en particulier être fait avec l'évolution de la place du droit romain dans les facultés, dont je rappellerai le déclin progressif dans les études de droit. Donc on verra en 3 points rapides, du coup je cours après le temps, 3 points rapides, on verra les usages praticiens de Cujas, on dira un mot, mais là je passerai vraiment très rapidement sur la façon dont le nom de Cujas est mobilisé dans les revues juridiques, donc ça ce sera une approche peut-être plus doctrinale mais rapide, et puis je terminerai sur les mobilisations plus académiques de Cujas dans les manuels. Alors dans le recueil Siret, pour commencer par les usages praticiens, dans le recueil Siret qui est publié entre 1791 et 1938, on compte 307 occurrences de Cujas à Cujas. C'est un chiffre global, mais c'est essentiellement dans le premier 19e siècle que la mobilisation générale des jurisconsultes d'Ancien Régime est la plus forte, aux côtés des exégètes du Code civil, avec entre 1815 et 1830 une inflation de ces citations dans les conclusions, les réquisitoires et les plaidoiries.
Cette présence d'auteurs d'Ancien Régime et donc de Cujas aux côtés des exégèses du Code civil suggère a priori une espèce de neutralisation politique des effets juridiques de la Révolution, conséquence peut-être d'une forme de conservatisme des avocats. Mais de manière plus prosaïque, il ne faut évidemment pas négliger pour la période l'influence de la formation académique et professionnelle de praticiens qui ont pu commencer à exercer à la toute fin de l'Ancien Régime. Les références à ces auteurs et à Cujas participent aussi d'une accumulation d'autorité, on trouve ce terme d'autorité, à visée démonstrative, argumentative, dont le but est manifestement de convaincre les juges qu'on va parfois accabler de citations. Donc cette pratique rhétorique des avocats ne se retrouve, Pierre-Nicolas Barreneau l'a montré, que dans une moindre mesure chez les arrêtistes qui, eux, vont mobiliser des matériaux doctrinaux pour vraiment analyser la jurisprudence. Outre les réflexes qui ont pu être acquis dans la formation, les références à Cujas tiennent aussi à une absence relative, enfin en tout cas d'un renouvellement immédiat de l'édition juridique après la Révolution et aux difficultés d'accès à la production des nouveaux savoirs juridiques, donc les praticiens font avec ce qu'ils ont. Et c'est ainsi que cela permet finalement à des ouvrages anciens d'imposer leur autorité au-delà de la Révolution et de ses effets évidemment juridiques. Ces explications, on peut les trouver à l'œuvre chez André Dupin aîné, qui fut éphémère bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, mais surtout procureur général près la Cour de cassation. Située au carrefour de la pratique et de la doctrine, l'œuvre protéiforme de Dupin mérite en effet notre attention. Cujas est à peu près absent du choix des réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée prononcés par M. Dupin entre 1836 et 1842, année de publication de cet ouvrage. Mais cette relative omission, il y a 3 références et encore indirectes, est démentie par une attention très durable de Dupin à l'œuvre du maître du droit romain. Jeune avocat, dès 1815, Dupin dit qu'il souscrit au monument à élever à Cujas dans la ville de Toulouse, et il y revient dans ses mémoires en 1844. En 1820, il publie les notices historiques, critiques et bibliographiques sur plusieurs livres de jurisprudence, qui est une reprise en fait d'un ouvrage de Camus qui s'intitulait « Bibliothèque choisie des livres de droit ». Et l'ouvrage sera ensuite retitré « Profession d'avocat, recueil de pièces concernant l'exercice de cette profession ». Et Cujas occupe une bonne place dans cette bibliographie, sans étonnamment d'ailleurs que son nom apparaisse en tant que tel à l'index, c'est-à-dire il apparaît à droit romain et à Dumoulin, dont on nous dit qu'il est plus audacieux que Cujas. Donc, voilà. Et cette absence est d'autant plus étonnante que par ailleurs, Dupin conseille la lecture régulière de Cujas aux futurs avocats. Je le cite, « Cujas est le plus sûr interprète des lois romaines et en même temps il est facile à entendre. Il ne serait pas mal dans les premiers temps surtout de l'avoir toujours, autant qu'il est possible, ouvert à côté du texte. On commencerait par lire le texte seul et ensuite on s'assurerait en voyant l'interprétation de Cujas si l'on a saisi le sens de la loi et si l'on a fait attention à tous les principes qu'elle contient. On saurait en même temps quels textes sont à opposer à celui qu'on a lu et la solution qu'on peut y donner. Je crois que le commentaire de Cujas doit suffire pour les lois qu'il a expliquées. » Donc il n'est pas dans l'index, mais c'est une référence pour les futurs avocats. Donc cette citation témoigne de l'utilité de Cujas dans la connaissance que les avocats ont du droit romain dans leur pratique quotidienne. Pierre-Nicolas Barreneau note toutefois une réduction des citations dans les recueils de jurisprudence, et ce, dès la monarchie de Juillet. Et le même constat peut être fait pour les répertoires, qui est un autre versant essentiel de l'édition praticienne. La référence à Cujas y apparaît en effet un peu anecdotique, à titre d'illustration, dans les 15 volumes du répertoire général de Ledru-Rollin, qui sont publiés entre 1845 et 1847. Cujas apparaît 87 fois, ce qui fait une petite moyenne, Pierre, je suis dans une logique quantitative, de 5,6 occurrences par volume. Et sous la direction du même Ledru-Rollin, qui en fut un des directeurs emblématiques, dans le Journal du Palais, publié
façon plus générale, au-delà de Ledru-Rollin, entre 1801 et 1923, les occurrences à Cujas sont peu nombreuses, mais régulières sur toute la période de numérisation, c'est-à-dire 1802-1888. Donc on le voit, Cujas ne disparaît pas du panorama des juristes, mais la mobilisation évolue, comme les autres auteurs de la Renaissance, qui quittent progressivement le champ des usages praticiens. Les citations participent en effet de plus en plus d'une forme d'érudition dans le sens de la patrimonialisation évoquée précédemment. Pour en rester à Dupin-Aîné, l'audience solennelle de la Cour de cassation du 3 novembre 1835 est l'occasion pour Dupin d'un éloge des 12 magistrats et jurisconsultes composant la galerie de la Cour de cassation au palais de justice. Et dans ce fond iconographique, le procureur assume, dit-il, d'avoir choisi les personnages qui m'ont paru imposer le type principal de toutes les gloires dans la législation, la magistrature et dans notre barreau. Et Cujas apparaît aux côtés de Dumoulin parmi les jurisconsultes les plus éminents. Et sur Cujas, le discours de Dupin est assez traditionnel, qui évoque finalement sa vie, ses œuvres et la destinée de son école. À propos de ces discours, Jean-Claude Farcy a montré que dans les discours de rentrée des cours d'appel, les sujets historiques laissent progressivement la place à des sujets d'actualité, surtout quand l'orateur est un parquetier. Ces discours, qui sont prononcés devant les pairs, visent les magistrats, visent le public, les justiciables, et visent parfois aussi le pouvoir. Sans être massives, les références à Cujas dans quelques titres d'audience solennelle confirment en l'espèce l'intérêt de certains praticiens pour ces travaux d'érudition, surtout quand ceux-ci ont une base locale, c'est-à-dire les lieux où les pérégrinations académiques de Cujas l'ont porté. La mobilisation s'inscrit dans une perspective qui est systématiquement plus culturelle que juridique, mais il peut y avoir des sous-entendus politiques assez intéressants en fonction des périodes. Et c'est là aussi plutôt net dans les discours des avocats. À titre d'exemple, celui de maître Ducou-Lapeyrière, lors de la conférence de l'Ordre des avocats de Paris le 2 décembre 1848, dans le contexte évidemment très troublé de la République. Cujas est évidemment présenté comme un homme de génie, il s'agit évidemment d'en faire un exemple, mais au-delà du rappel des aléas de sa vie, la contextualisation est assez intéressante, puisqu'en écho aux troubles politiques de la fin de l'année 1848, Ducou-Lapeyrière renvoie ses auditeurs aux guerres de religion du XVIe siècle, et il dit qu'à l'impartialité dans la lutte, comme ils savent maintenir droite la balance de la justice, ces nobles jurisconsultes. Au passage, Cujas est clairement récupéré par le barreau. C'est le maître du barreau, le maître des maîtres, maître consultant, maître enseignant. À ce double titre, il appartient, nous dit-il, au barreau. Pour aller un peu vite, ce qui est surtout intéressant dans ce discours de 1848, c'est le fait que l'orateur pointe le fait que Cujas est victime d'une désaffection paradoxale auprès des praticiens qui ne le lisent plus. Et l'orateur de pointer le manque d'attention de ses contemporains pour la science du droit. Je le cite, le digeste est une divinité déchue et, ce qui est plus grave, Cujas et Dumoulin dorment en paix dans les bibliothèques. Nous sommes loin de ce temps où, quand on les citait, on jugeait inutile de rapporter les fragments même de leurs écrits parce que, disait-on, ils étaient entre les mains de tout le monde. Et donc, quand on songe à ce que Dupin écrit en 1820 et en 1848, on nous dit finalement plus personne ne lit Cujas, c'est assez intéressant. En réalité, on le lit sans le lire, puisque la pensée du maître imprègne le droit contemporain et l'orateur réfléchit ici à la place du droit dans la tourmente du siècle et la position politique qui devrait être celle des juristes. Je le cite, on ne lit pas Cujas, on a doublement tort de le laisser de côté, car il est resté et restera toujours un docteur de premier ordre et un grand écrivain. Mais si l'on est loin d'avoir raison de l'abandonner, n'a-t-on pas une raison pour ne pas le lire dans un moment qui, comme celui-ci, réclame un redoublement de vie extérieure? Ne possédons-nous pas Cujas complètement? Son âme n'est-elle pas en nous? Je passe... J'accélère un peu. Elle nous a élevés jusqu'à la hauteur où nous sommes, cette œuvre de Cujas, mais elle ne nous portera pas plus haut. Et nous avons encore à monter.
L'œuvre de notre siècle doit être la vulgarisation de la science et de l'art. Le droit n'est plus à conquérir, nous n'avons plus à nous enfermer 50 années de notre vie en tête-à-tête avec des morts pour retrouver le fil de l'avenir. La souveraineté légitime du droit commence à la condition de former non plus seulement des magistrats, des avocats, mais surtout les meilleurs et les plus grands citoyens. Je rappelle qu'on est en 1848. La liberté de penser doit s'installer sur la place publique au lieu même qu'occupait la sédition. Le droit règne, c'est à la parole à le faire gouverner. Donc vous avez là un discours finalement qui est très politique et ce qui est assez rare, je dois dire une fois de plus, dans les discours de rentrée. Dans la version écrite, j'évoquerai des discours à tonalité très patrimoniale selon qu'ils sont prononcés à Bourges ou à Valence. Et je passe rapidement aux évocations de Cujas dans les revues, donc dans la mesure où Géraldine en a dit un petit mot, mais vraiment au fond de ce qui intéresse la pensée scientifique de Cujas. Là, j'aborde un autre point de vue. Ces revues juridiques du 1er 19e siècle sont des créations de praticiens, mais ce sont elles qui soutiennent les développements de la doctrine et de la pensée juridique. Bon, on sait l'influence de l'école historique sur la petite secte Dixit Dupin-Aîné de la Thémis, qui est accusée de promouvoir une vision allemande de l'enseignement. Or, tu l'as dit, Savigny pointe la supériorité de la science française du XVIe siècle qui profitait, dit-il dans la lettre qu'il adresse à Berry-à-Saint-Prix et qui est publiée, qui profitait de la liberté des enseignements et des professeurs, ce qui est une manière, en creux évidemment, de critiquer le poids de l'État français sur les facultés de droit contemporaines. Dans les autres revues du 1er 19e siècle, je pense à la revue Félix et à la revue Wolowski, qui sont par ailleurs prises dans une tension éditoriale, politique, méthodologique et doctrinale, le débat se cristallise essentiellement autour de la question de Toulouse. Mais il peut y avoir là aussi, disons, des échos à la vie politique contemporaine. Je pense en 1850 à ce qu'écrit le Toulousain Bénèche, « Les temps difficiles que nous venons de traverser et les graves conjonctures où nous sommes encore placés impriment au langage de Cujas un intérêt tout particulier ». Mais si le refus du politique est, d'après Bénèche, un apport méthodologique de Cujas, il a aussi, précise le professeur de droit, l'immense défaut d'isoler les lois du mouvement politique et social. L'évolution des mobilisations de Cujas s'observe enfin, tu le rappelais, dans le recueil de l'Académie de législation de Toulouse. Et là, on voit qu'on est quand même clairement, à partir du milieu du XIXe siècle, dans une perspective très patrimoniale avec la fête annuelle de Cujas. C'est un objet de fierté locale. Et donc là, on voit comment, finalement, l'autorité est devenue une référence culturelle. Dans le second XIXe siècle, la présence de Cujas dans la nouvelle revue historique de droit français et étranger, qui paraît à partir de 1855 sous l'égide de Laboulet, professeur au Collège de France. Les références relèvent a priori de purs travaux d'érudition. Les romanistes y soulignent son apport au renouveau scientifique du droit romain, et on devrait préciser à l'histoire du droit romain, et j'y reviendrai. La présence de Cujas dans les manuels, et ça sera mon troisième point, sera l'occasion de dire un mot pour finir de la manière dont la référence accompagne finalement les évolutions académiques de la discipline droit romain dont le manuel apparaît comme un bon marqueur. Donc, je termine sur les mobilisations plus pédagogiques, disons, de Cujas. Alors, puisqu'il est là, le manuel de Louis-Marie Cormenin est un texte fondateur du droit administratif, et dans ce texte, Cormenin essaye d'évaluer l'expansion de ce qui n'est pas encore une discipline, le droit administratif, par rapport à d'autres, et il trace une espèce de cycle d'évolution pour les disciplines juridiques qui serait de briller, de s'épuiser et de rajeunir. Est-ce qu'une fois en 10 années, quelques scoliastes tirent Cujas de sa poussière? Est-ce qu'on invoque encore au barreau le génie de Dumoulin? Alors on peut y voir un signe, là, pour le coup, de désaffection des praticiens qui sont formés dans des écoles de droit qui ont une finalité professionnelle. Cujas n'apparaît plus, effectivement, que comme une composante d'un fonds culturel d'auteurs anciens qui servent malgré tout quand même à éclairer la généalogie d'une règle ou d'un principe juridique. Mais si on regarde un grand traité très emblématique du XIXe siècle, le traité de Aubry-Hérault, il y a très peu de références finalement à Cujas, et elles sont essentiellement dans le tome 2, consacré au droit civil théorique français.
De manière plus générale, Cujas figure essentiellement dans les passages que les auteurs de manuels consacrent aux sources du droit pour son apport à la renaissance des études de droit romain. L'histoire du droit, on le sait, a peiné à se faire une place dans l'enseignement des écoles de droit, et à Paris, c'est au Collège de France, ici même, que la discipline s'est développée dans les cours de l'Herminier, qui est là aussi, et de Laboulaye. L'Herminier et Laboulaye sont deux relais de la science juridique allemande, et ils ne négligent pas l'intérêt national de l'œuvre de Cujas. Il y a chez l'Herminier ce que j'ai appelé une espèce de chauvinisme des origines, puisque c'est clairement de Cujas que procède l'école historique allemande en ce qui touche le droit romain. Mais sur fond de tensions institutionnelles, justement, avec la faculté de droit, le même l'Herminier voit en Cujas le modèle de l'exégèse, qui manque de méthode et de critique rationnelle et de cette force de réflexion qui coordonne et généralise les idées. Le grand Cujas, hors de l'exégèse et de l'interprétation des textes, n'avait plus qu'un esprit sans force et sans valeur. Quand la discipline histoire du droit aura finalement trouvé sa place dans l'enseignement des facultés sous la Troisième République, c'est toujours à travers le prisme de la renaissance des études de droit romain et d'une école historique du droit française que Cujas sera invoqué. C'est presque exclusivement chez les romanistes de la fin du XIXe siècle que survivent vraiment les références scientifiques à l'œuvre de Cujas, et la manière dont ces manuels de droit romain soulignent la démarche érudite de Cujas témoigne aussi de la faible utilité pratique du droit romain. Le déclin de cette discipline dans les facultés est bien documenté, et on sait que depuis les critiques émises sous la monarchie de Juillet par Bravard-Verrières, la discipline se maintient dans les enseignements, mais sa place se réduit au tournant du siècle, du début du XXe siècle, à mesure que de nouvelles disciplines s'installent. Dans ce contexte, les romanistes se divisent sur la manière dont finalement il faut entendre l'utilité de leur discipline, comment ils peuvent défendre leur discipline, et ce que renvoient là aussi certains manuels, ceux de Girard, Brissot, Cuc, que Nader Hakim range dans ce qu'il appelle la romanistique française, orientent leurs enseignements vers l'histoire du droit romain et l'érudition, puisque c'est bien des cours d'histoire du droit romain qu'ils font. Le droit romain, pour le coup, n'est plus adossé au droit civil, et cette prise de distance vis-à-vis du droit positif fait parfois douter justement de l'utilité du droit romain dans la formation des juristes, contre quoi un Appleton s'insurge dans le premier XXe siècle. Il justifie l'utilité de la matière par son arrimage dogmatique au droit privé positif. C'est l'esprit juridique qui est au cœur de la discipline, et évidemment le droit romain ne se comprend qu'à travers les interprétations et la lecture faite par Cujas. Alors je vais conclure. La présence de Cujas dans les manuels d'une discipline en déclin symbolise ce temps où son autorité finalement n'aura cessé de pâlir. Mais en écho au cycle évoqué par Cormenin, l'autorité de Cujas a pu connaître une sorte de renouveau quand, au tournant du XXIe siècle, a été créé le cours d'introduction historique au droit. Celui-ci revêt le plus souvent la forme d'une introduction aux sources du droit, d'une introduction historique aux sources du droit, et Cujas figure en bonne place dans les passages consacrés à la Renaissance. Alors, faut-il y mettre une majuscule ou pas, Renaissance, de l'étude historique du droit romain, et ça suscite évidemment des thèses importantes comme celle de Xavier Prévost. Un rapide survol des manuels contemporains d'introduction historique au droit, d'histoire du droit privé et même d'histoire du droit romain amène toutefois sur Cujas une pêche qu'on peut estimer encore relativement pauvre. Mais je me dis qu'à l'heure des célébrations du 500e anniversaire de sa naissance, qui est pour le coup un mélange d'une approche scientifique et patrimoniale, la figure de Cujas se maintient dans la culture juridique contemporaine, et nul doute que son autorité scientifique s'imposera de nouveau dans l'histoire de la pensée juridique, qui est une discipline émergente, on va dire, dans certaines facultés de droit, et dont on attend les prochains manuels pour voir précisément le sort qui sera réservé à Jacques Cujas. Merci pour votre attention.